abordons maintenant le troisième chapitre concernant le sol. Après avoir vu la définition du sol ainsi que les classifications et les principales propriétés physico-chimiques importantes en agronomie, nous allons maintenant considérer le sol en tant que milieu biologique. Donc on peut parler d'écosystème du sol autour des racines, ce qu'on appelle la rhizosphère. Donc c'est le volume du sol occupé ou influencé par l'appareil radiculaire d'une plante. On a la rhizosphère proche au contact sol-racine et la rhizosphère éloignée jusqu'à un demi-centimètre de la racine. L'action des systèmes racinaires sur le sol est multiple. On a une action physique, les racines fissurent, altèrent mécaniquement la roche et créent des espaces dans lesquels l'eau va pouvoir s'infiltrer. Une action chimique avec une diminution du pH liée au fait que les racines respirent, donc elles émettent du CO2 qui se dissout dans la solution du sol sous forme d'acide carbonique et qui donc font baisser le pH. On a également les racines qui peuvent relarguer donc un certain nombre de composés organiques qui sont plutôt acides. On va avoir une action des racines sur l'oxygénation et sur la présence justement de composés organiques. Et enfin, une action biologique, la présence de substrats organiques, de choses qui sont excrétées par les racines ou de débris végétaux, est favorable au développement d'une population animale et microbienne assez nombreuse. Et donc la rhizosphère crée les conditions d'un écosystème, c'est-à-dire un biotope, les minéraux du sol, la température, l'humidité, toutes les conditions physico-chimiques du sol, et une biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui occupent cette niche écologique. Il faut bien comprendre que ces organismes s'organisent dans une chaîne alimentaire. On parle de relations trophiques, trophos, donc alimentation. On a effectivement de la matière organique qui peut être consommée par des bactéries, des ifs fongiques, des nématodes, donc, constituant donc, l'humus, et puis des amibes, des acariens, des insectes, etc., etc. Donc dans ces relations trophiques, on va distinguer différents types de relations. D'abord, les phytophages et les détritifhages, qu'on peut séparer en coprophages et nécrophages. Donc les coprophages qui se nourrissent d'excréments et les nécrophages qui se nourrissent de matière organique morte. Donc ces animaux et ces organismes en général, disons, sont importants parce qu'ils décomposent les résidus de récolte. Ils facilitent sa dégradation ultérieure par les micro-organismes. Donc on a ici une fragmentation de la matière organique, notamment celle de la litière. Vous vous souvenez des horizons du sol qu'on a vu la dernière fois. Et la mélange, la mixe avec la matière minérale. Donc dans cette catégorie, on trouve de nombreux insectes, des larves de coléoptères et de diptères, certains acariens et nématodes, également des lombrics, qui sont très importants, puisque eux consomment exclusivement des résidus végétaux. Ensuite, on trouve des prédateurs, donc qui, eux, sont en haut de la chaîne alimentaire et maintiennent un équilibre écosystémique et constituent également une réserve de biomasse. Les prédateurs font des excréments et puis leur cadavre va retourner de toute façon dans le cycle de cet écosystème de la rhizosphère. Donc chez les prédateurs, on a des insectes, des acariens, qui sont prédateurs de la macrofaune, mais aussi de nématodes. Les nématodes, puisque 57% d'entre eux se nourrissent de bactéries, 31% se nourrissent d'autres nématodes et de protozoaires, et les amibes, donc, qui consomment de grandes quantités de bactéries, de levures et de champignons. Ensuite, il y a les saprophytes, donc, qui sont hétérotrophes. Hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de matière organique. Ils ne sont pas capables de fabriquer leur propre matière organique à partir de minéraux. Donc eux se nourrissent de nécromasse, de masse morte, c'est par opposition à la biomasse, de façon passive, en absorbant les catabolites, donc les petites molécules qui sont issues de cette dégradation de la nécromasse. Et ils vont participer à la minéralisation et à l'humification de la matière organique. Et là, évidemment, on trouve de très nombreux micro-organismes, en grande majorité des champignons, qui interviennent surtout dans la dégradation des sucres complexes. Donc ils ont un rôle très particulier dans le sol, puisqu'ils peuvent, grâce à des systèmes enzymatiques particuliers, dégrader la cellulose et la lignine, donc les macromolécules complexes qui sont les plus résistantes à la dégradation. On a également des bactéries saprophytes,
donc les bactéries chimio-organotrophes qui oxydent des composés organiques de façon aérobie ou anaérobie. Alors comment peut-on classer ces organismes du sol? Eh bien, on va avoir en fonction de la taille d'abord, la microfaune inférieure à 0,2 mm, la mésofaune entre 0,2 et 4 mm et la macrofaune supérieure à 4 mm. On va trouver beaucoup d'arthropodes. Donc dans les arthropodes, on a les chélicérates qui sont les araignées et surtout les acariens, mais aussi les insectes, des crustacés comme les cloportes. Les cloportes sont des crustacés qui vivent dans le sol. Les colamboles, qui appartiennent à une famille qu'on appelle les pancrustacés, et les myriapodes de la famille des mille pattes. On doit citer également les nématodes, les annélides, dont font partie les vers de terre, et les protozoaires, qui sont des eucaryotes unicellulaires hétérotrophes, comme les amibes. Alors la quantité d'organismes peut être proprement phénoménale dans le sol. Si je reviens en arrière, donc sous la semelle d'un randonneur en forêt, on peut trouver jusqu'à 7 millions d'invertébrés. Donc on va retrouver ces chiffres importants. Donc, alors, il sera, selon les organismes, plus pertinent de parler du nombre d'espèces pour montrer la biodiversité, ou du nombre d'individus par mètre carré de sol, ou de la biomasse en grammes par mètre carré de surface. Donc pour les insectes, par exemple, les larves, vous pouvez avoir jusqu'à 245 espèces, donc, ce qui est extrêmement important. Donc des larves de coléoptères, par exemple, ça vous est sûrement déjà arrivé si vous avez fait du terreau, de trouver des grosses larves blanches. Bon, c'est assez typique. Les vers de terre, très important, donc 50 à 100 nombres d'espèces, 50 à 400 individus par mètre carré, pour une biomasse de 20 à 400 grammes par mètre carré. Des nématodes, donc là en nombre d'individus, on va atteindre 10 à 30 millions d'individus par mètre carré. Et les protozoaires, bah là, c'est difficile à quantifier, mais ce sont des milliards, des centaines, des milliers de milliards de protozoaires par mètre carré. Donc, ce qui est important, c'est de voir aussi l'évolution dans le temps de cette biomasse, de cette pédofaune, puisque, donc, avec les méthodes de culture intensive, certains terrains sont passés de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à 50 kilos. Donc une réduction tout à fait spectaculaire. Ensuite, il y a la microflore. Donc là, ce sont les algues, les bactéries et les champignons. On les classe de la façon suivante. Donc les microalgues, qui sont autotrophes d'abord, ce sont des eucaryotes, comme les diatomées ou les euglènes, ou des procaryotes, comme les cyanophycées ou algues bleues. Elles sont évidemment plutôt en surface, puisqu'elles ont besoin de la lumière du soleil, dans les 2-3 premiers centimètres. Elles sont intéressantes parce qu'elles augmentent la quantité de carbone dans le sol et elles retiennent, elles piègent l'azote. Beaucoup de ces algues sont aussi entourées d'une couche de mucilage, donc c'est un mélange d'eau et de protéines, qui abrite des bactéries. Ensuite, on a les champignons, qui eux sont des eucaryotes hétérotrophes. Donc les champignons dits supérieurs, qui sont les basidiomycètes ou champignons à chapeau, c'est ceux qu'on a l'habitude de consommer, pas tous évidemment. Et les ascomycètes, donc les levures, les morilles, les truffes, les lichens, certains phytopathogènes. Et puis les champignons dits inférieurs, qui sont apparus plus tôt en fait dans l'évolution, qui sont les moisissures de type des genres Aspergillus, Fusarium, Trichoderma. Généralement, ils sont moins exigeants, ils sont plus résistants à des conditions variées de l'environnement que les bactéries. Ils s'accommodent en particulier de pH acides et de conditions microaérobies. Et ensuite, bien sûr, il y a les bactéries, qui elles sont des procaryotes, autotrophes ou hétérotrophes, en particulier les actinomycètes ou bactéries à filaments ramifiés, sont très importantes dans le sol, elles sont responsables des odeurs de la terre mouillée, quand il a plu, on sent cette odeur, c'est les spores, notamment des actinomycètes. Elles ont des exigences plutôt aérobies, des pH proches de la neutralité, des concentrations en oxygène assez élevées. Et elles sont importantes parce qu'elles aussi peuvent participer à l'humification en dégradant la lignine. Elles dégradent aussi l'humus, donc elles vont libérer dans le temps l'azote et les ions échangeables qui sont absorbés sur l'humus, donc qui redeviennent disponibles pour la nutrition végétale. Et certains, comme le genre Frankia, vont vivre en symbiose avec diverses espèces végétales, dont l'aulne, qui est un arbre.
Et puis on peut citer également les myxobactéries, qui sont des bactéries douées de motilité, donc elles vont se déplacer en fonction de la concentration en nutriments dans le sol. En termes de variété et de quantité, donc les algues sont plutôt dans les couches superficielles, ainsi que les champignons. Les actinomycètes plutôt dans des couches superficielles et moyennes, comme les bactéries. Le nombre d'individus n'a pas vraiment beaucoup de sens. On va plutôt parler de biomasse à l'hectare. Vous voyez, les champignons peuvent représenter 1 à 1,5 tonnes par hectare. Et donc, je ressouligne encore leur importance dans la décomposition de la matière organique et la formation d'humus. Donc, si on prend le problème globalement pour la microflore, quelles sont les teneurs en masse de matière organique et de biomasse. Donc la matière organique, c'est à peu près 5% de la masse du sol. Ça varie énormément selon les types de sol. Et la biomasse, c'est à peu près 5% de cette matière organique. C'est-à-dire que la biomasse représente 0,25% de la masse du sol. Ça équivaut quand même à 4,5 tonnes par hectare, c'est-à-dire à peu près 6 vaches par hectare. La biomasse bactérienne donc, va représenter 1 tonne de matière organique, parmi lesquels 100 à 200 kg de bactéries. Et puis la biomasse fongique dans les sols riches donc entre 1 et 2 tonnes par hectare. Et comme ils sont hétérotrophes, leur population est conditionnée évidemment par la quantité de matière organique dont ils peuvent se nourrir. L'abondance de ces micro-organismes est beaucoup plus réduite au sein des parcelles agricoles, surtout si elles sont labourées, monoculturales et traitées avec des pesticides, c'est-à-dire surtout si on est en condition de culture intensive. Cette microflore se dissémine dans le sol en faisant des colonies qui sont dispersées sur les sites nutritionnels. Les bactéries peuvent être adsorbées, collées à des colloïdes, ce qui va limiter leur vitesse de dissémination. Et la dissémination a lieu par des moyens mécaniques, entraînement par l'air et par l'eau, par la motilité, certains organismes peuvent se déplacer, et par dissémination par la microfaune. Donc par exemple les lombrics contribuent à mélanger la terre et donc à disperser cette microflore dans le sol. La faune, c'est important de le noter, coagit systématiquement avec les bactéries via essentiellement leur système digestif. Donc ça va permettre une dissémination de cette microflore, soit directe, soit une incorporation à la matière minérale qui est ingérée par la microfaune. Un équilibre des populations aussi, puisque dans le tube digestif, on a une multiplication des bactéries et des actinomycètes, mais pas de développement de champignons. Donc il y a une sélectivité de l'intestin, donc des lombrics par exemple, qui va modifier l'équilibre des populations. Donc évidemment, là on parle surtout des vers de terre, ce qu'on appelle la drillosphère. Il y a une corrélation positive entre la biomasse en lombric et la biomasse microbienne. Les lombrics excrètent aussi des enzymes qui sont susceptibles de stimuler la vie microbienne. Les parois des galeries de lombric renferment 100 fois plus de micro-organismes fixateurs d'azote aérobie que la terre environnante. Donc ça n'a l'air de rien, mais à l'échelle du nombre de lombrics qui vivent dans le sol, c'est un processus extrêmement important. En vieillissant, les turicules, qui sont ces petits monticules de terre digérés, donc mélange de minéraux, de matière organique et de micro-organismes, ces turicules vont ensuite servir de siège de développement à des champignons. Donc ça, c'est encore une fois l'illustration d'une intégration de ces écosystèmes. La microflore va se développer en fonction des conditions de température, de la présence d'eau et d'oxygène. La quantité d'oxygène dans le sol est liée directement à la structure du sol, donc à sa texture et à la présence de complexes argilo-humiques. Donc on distingue les aérobies strictes, les aérobies ou anaérobies facultatifs, les anaérobies strictes, à des teneurs en oxygène inférieures à 10%, les micro-aérophiles, qui sont des aérobies facultatifs, qui sont favorisés par les faibles teneurs en oxygène, et les aérotolérants, qui tolèrent l'oxygène sans toutefois l'utiliser comme accepteur d'électrons. Globalement, retenons que les conditions aérobies sont les meilleures pour les sols. La présence d'éléments minéraux est également très importante pour la microflore. Donc le rapport C sur N est déterminant. L'activité microbienne devient intense lorsqu'il est proche de 10.
Donc c'est le rapport carbone sur azote, hein, donc énergie sur azote. La texture, les particules fines telles que les argiles protègent la biomasse microbienne. Le taux de matière organique, les apports endogènes, bois, paille, enherbement et les engrais organiques qui vont favoriser aussi la vie du sol. Et puis des inhibiteurs. Si on utilise des fongicides, notamment le cuivre, on va avoir tendance évidemment à limiter la biomasse fongique. On voit ici l'effet d'un apport de matière organique dans le sol. Donc c'est une cinétique de croissance de population, hein, exactement le même type qu'on peut faire dans un milieu de culture in vitro. Donc c'est une population microbienne hétérotrophe et induite par un apport énergétique, par exemple l'enfouissement d'un engrais vert. On a le temps hein, en abscisse et la quantité d'organismes ou la biomasse en ordonnée. Donc on a exactement la même structure de développement de la population que dans un milieu in vitro, avec une phase de latence, une phase d'accélération, puis une phase exponentielle de croissance, une phase de ralentissement, qui est généralement due à l'épuisement des ressources, un arrêt de croissance avec un plateau, et puis un déclin qui est lié à l'accumulation de déchets et à la lise des organismes. Je reviens ici sur la notion du pH aussi, qu'on a déjà abordé. On voit ici les courbes d'activité bactérienne en fonction du pH. C'est autour de pH neutre, entre 6,5 et 7,5, qu'on a le plus de population et d'activité cellulolytique et nitrificatrice. Donc c'est la notion de pH optimum. Les champignons tolèrent et apprécient des sols plus acides. Les azotobactères et les nitrobactères, donc ici, sont neutrophiles. Quels sont les services écosystémiques de cette biocénose ? D'abord, une fragmentation de la litière et un transfert vertical de la matière organique depuis la surface vers les horizons plus profonds. Donc ils vont améliorer la structure du sol en rejetant une texture plus fine que celle du sol environnant. Ça, c'est le cas des lombriques. Donc, ils vont former des agrégats, hein, mucus et eau. Donc ces agrégats cohérents dans les turicules modifient la structure. Donc là, on a un effet direct de la faune, la microfaune du sol, pour améliorer la structure. Et donc globalement, donc, ils vont contribuer à augmenter la porosité, notamment avec les galeries, hein, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres par mètre cube de terre. Il y a également des actions biochimiques, telles qu'une acidification, liée à la respiration, qui produit du dioxyde de carbone et de l'acide carbonique, qui entraîne donc une baisse du pH, et ceci contribue à altérer les minéraux par hydrolyse acide. Donc là, on revient sur les notions qu'on a vues de production du sol par altération de la roche-mère. Les êtres vivants du sol contribuent de façon importante à l'altération de la roche-mère. Vous avez ici l'équation, on passe donc du CO2 et de l'eau à l'acide carbonique, et puis à sa dissociation, qui relargue des protons. L'action biochimique aussi concerne la décomposition de la matière organique avec des enzymes qui vont libérer de façon provisoire des vitamines, des acides aminés, des acides nucléiques, etc., qui sont des composés intermédiaires ou produits transitoires qui peuvent être utilisés soit directement par les plantes, soit par d'autres organismes du sol. Ces produits transitoires vont entraîner la modification des minéraux ou être transformés à leur tour. Donc ils sont soit minéralisés rapidement, soit humifiés, puis minéralisés lentement. Donc ça, ce sont deux notions importantes dans la dynamique du sol. Donc d'abord, la minéralisation primaire rapide. Donc ce processus commence à partir de la matière organique fraîche, c'est-à-dire avant qu'elle ne se transforme en humus. C'est la litière au sens large, qui est en quantité variable selon les sols, cultivés ou pas, et le type d'itinéraire technique qui est suivi. Donc la qualité de la matière organique est importante. Le rapport C sur N, s'il est supérieur à 25, la litière est peu dégradable. Elle va résister aux attaques biologiques et biochimiques. Il n'y a pas assez d'azote. Si elle est supérieure à 6, on a des litières riches en azote et bien accessibles aux décomposeurs. La composition de cette matière organique est importante, selon qu'il s'agit de résidus plus ou moins fibreux qui contiennent de la lignine, de la cellulose, ou plutôt des protéines, des lipides et des sucres. Et puis, l'évolution de cette matière organique selon la température, qui sera rapide dans les climats tropicaux,
et puis moyenne dans les climats tempérés et très lente dans les climats boréaux, c'est-à-dire froids. On peut estimer qu'une matière organique à faible C sur N est minéralisée à 80% après 100 jours de conditions favorables d'humidité et de température. Donc là, on parle bien d'un processus rapide. On a ici une courbe qui nous montre l'effet du rapport C sur N sur la biodégradabilité des composés organiques azotés. On le mesure par le dégagement d'ammoniac en fonction du temps. Et donc on voit qu'un rapport C sur N autour de 6 va libérer beaucoup plus rapidement l'ammoniac qu'un rapport C sur N de 50, qui va être minéralisé beaucoup plus lentement et beaucoup moins efficacement. Cette minéralisation se fait par les flores bactériennes et fongiques. Donc la cellulose en particulier, qui est un polymère de glucose, est dégradée rapidement et assez complètement, en glucose en conditions aérobie, et en acide aliphatique en méthane et en dihydrogène en conditions anaérobie. L'hémicellulose, qui contient des pentoses, et pas seulement des hexoses, est dégradée plus lentement. Et puis dégradation par la flore fongique, les lignines, donc dégradées plus lentement que la cellulose. Maintenant, voyons l'humification ou la minéralisation lente. Et là, on va obtenir des molécules organiques stables qui vont se dégrader lentement dans le temps. Donc, une fraction des composés organiques intermédiaires de la décomposition microbienne, sous l'influence de bactéries humifiantes, va produire ces grosses molécules intermédiaires. Donc, il y a des réactions biologiques de condensation, condensation, c'est-à-dire d'association de petites molécules pour en faire des grosses, d'insolubilisation de composés comme les polyphénols, et quelques réactions physico-chimiques d'oxydation et de polymérisation. Et la minéralisation de ce produit intermédiaire qu'on appelle l'humus est un processus lent à hauteur d'environ 2% par an. On peut nuancer en précisant qu'il y aurait deux fractions, une qui se décompose entre 10 à 20 ans et l'autre en 200 ans. L'humus, donc, ce sont des molécules aromatiques à des degrés divers de polycondensation, donc d'association. On a les acides fulviques, donc avec des noyaux aromatiques de petite taille, des chaînes aliphatiques, donc carbone, hydrogène latéral, ou éventuellement peptidiques, et des groupes acides, carboxy, COH, qui sont réactifs, électronégatifs, et qui peuvent se lier avec des cations. Ensuite, plus gros, on a les acides humiques, qui sont des acides fulviques polycondensés, avec un noyau aromatique, un nucléus aromatique plus important. Et puis les humines, qui sont une polycondensation d'acides fulviques et humiques, ou néosynthèse bactérienne. Donc cette fois, on a de très gros nucléus, à chaîne courte, extrêmement stables, et qui se fixent solidement sur les argiles ou les gels colloïdaux, entraînant une pérennité structurale. Ce sont des molécules beaucoup plus difficiles à dégrader. Alors sur ce schéma, on a une vision globale de la dynamique de la matière organique dans le sol. À gauche, ce que vous voyez en bas, on a les matières organiques totales du sol, et à droite, les matières minérales. Donc si on commence à gauche, donc on a à la surface du sol de la matière organique vivante, des végétaux, des animaux, qui vont mourir et être dégradés par la faune du sol, pour donner ce qu'on appelle la matière organique fraîche. Elle est facile à décomposer, elle contient des sucres, de l'amidon, de la cellulose, des protéines, et aussi une fraction moins facile à décomposer, comme les lignines, les résines, les huiles et les graisses. L'oxygène, à ce stade, est nécessaire à la plupart des activités biologiques de minéralisation, et donc va entraîner cette minéralisation rapide de décomposition des matières organiques jeunes. Donc ce qu'on appelle la minéralisation primaire, avec une phase de prolifération microbienne, c'est ce qu'indique la grosse flèche blanche au milieu, qui est très large à gauche et moins à droite. Donc on a une phase de prolifération microbienne à partir de ces substances de matière organique fraîche faciles à décomposer, et puis une phase de décroissance microbienne et de libération des ions minéraux. Ces ions minéraux qui vont passer dans le compartiment à droite. Donc on a de la matière minérale, de l'azote, ammoniac, nitrate, du phosphore, sous forme de phosphate, du soufre sous forme de sulfate, des protons, des ions hydroxy, et puis des cations, calcium, magnésium, potassium, sodium. Mais aussi de l'énergie sous forme de chaleur, du CO2 et de l'eau. Le CO2 va être en grande partie rejeté dans l'atmosphère du sol et dans l'air.
Et puis vous avez donc ces matières minérales qui vont se fixer sur le complexe argilo-humique, donc comme on l'a vu précédemment. Une partie va également pouvoir être lessivée, c'est ce qui est montré en bas à droite, si le complexe argilo-humique n'est pas assez important. Dans la partie basse du schéma, on va avoir donc l'humification, donc cette minéralisation lente, c'est-à-dire la condensation à partir de produits intermédiaires fabriqués par les micro-organismes en macromolécules plus ou moins stables, donc acide fulvique, acide humique, etc., ce qu'on vient de voir, qui va donner donc un humus, de l'humus stable, 15 à 30% de la matière sèche enfouie dans les sols riches, qui a une composition variable selon la matière organique humifiable, les conditions du milieu, hygrométrie, pH, température. Et cet humus va se minéraliser lentement, donc c'est la minéralisation lente ou secondaire, à hauteur de 2% par an pour libérer des minéraux. Donc on voit que le compartiment matière minérale, qui est ce dont se nourrissent les plantes, a deux sources. Une source issue de la décomposition rapide par les micro-organismes et une source issue de la décomposition lente de l'humus. Donc c'est très important pour comprendre qu'un sol riche en humus aura une réserve et une mise à disposition régulière de minéraux. C'est un sol qui est extrêmement fertile parce que les plantes sont sans cesse alimentées chaque année en minéraux. Alors que la décomposition rapide peut avoir un effet immédiat à condition que les conditions climatiques et que le stade de développement de la plante s'y prêtent. Donc si on revient dans un agrosystème, si cette minéralisation se produit à un moment où il pleut beaucoup et où les plantes sont très petites et consomment peu de minéraux, eh bien ces minéraux seront lessivés, sauf s'ils peuvent s'absorber sur le complexe argilo-humique, mais lui, il dépend de la quantité d'humus du sol. Donc vous voyez l'importance de l'humus, à la fois en tant que réserve de minéraux, mais aussi en tant que pourvoyeur de capacité d'échange cationique. Il faut également mentionner dans la minéralisation le cas particulier de l'azote. Alors on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais il y a quand même des réactions qui sont importantes à connaître pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'azote du sol, parce que c'est un élément nutritif limitant. Il a un rôle clé dans la fertilisation. Alors, les réactions qui sont impliquées dans le cycle de l'azote dans le sol sont d'abord l'ammonification, qui est un processus oxydatif, qui est fait par un certain type de microflore qu'on appelle ammonifiante, donc des bactéries, des actinomycètes des champignons, et qui va faire passer la matière organique azotée, c'est-à-dire en gros les protéines, sous forme ammoniacale, NH4+. Donc, c'est l'ion ammonium. Ensuite, il y a la nitrification, qui est aussi un processus oxydatif, avec des bactéries très spécifiques qui sont chimio-oligotrophes, et c'est-à-dire qu'elles oxydent des composés minéraux. On distingue les bactéries nitreuses, du genre Nitrosomonas ou Nitrosococcus, et les bactéries nitriques, de type Nitrobacter. Donc, les bactéries nitreuses vont transformer l'ammoniac, l'ion ammonium, en nitrate, et les bactéries nitriques vont transformer en N2O, et les bactéries nitriques vont transformer N2O, donc le nitrite, en nitrate. Donc ammoniac, nitrite, nitrite, nitrate. Ensuite, il y a des mécanismes de réorganisation. Là, c'est plutôt une réduction sur le plan chimique, où le nitrate va redonner des molécules organiques azotées. C'est exactement ce que font les algues, les plantes en général, en fait. Elles se nourrissent de nitrate pour fabriquer de la matière organique azotée. Il y a ensuite la dénitrification, qui est également une opération de réduction chimique, avec des bactéries dénitrificatrices qui vont faire passer le nitrate en nitrite, puis en monoxyde d'azote, puis en protoxyde d'azote, et puis en diazote. Donc diazote sous forme gazeuse, qui va donc rejoindre l'atmosphère. Donc ceci se fait en conditions anaérobies. Et enfin, il y a la fixation, qui est aussi une opération de réduction, avec des bactéries dites fixatrices d'azote, soit l'azote libre dans le sol, soit ce sont des bactéries qui sont libres dans le sol, comme Azotobacter ou Clostridium, ou des bactéries symbiotiques, comme le genre
du genre Rhizobium, par exemple en symbiose avec les légumineuses. On peut schématiser ce cycle de l'azote de la façon suivante, de la gauche vers la droite. Donc on a de la matière organique fraîche, qui peut être alimentée évidemment par la fertilisation organique, par la mort des plantes, ou par la fixation de diazote par les bactéries fixatrices. Cette matière organique va subir une dégradation, donc avec une ammonification qui libère de l'ammonium, une nitratation qui va libérer du nitrite, nitritation, pardon, et ensuite une nitratation qui libère du nitrate, NO3-. L'ammoniac l'ion ammonium peut se fixer sur le complexe argilo-humique. Il peut également être absorbé directement par les plantes, de même que les nitrates. La fertilisation minérale est susceptible de faire augmenter ces compartiments d'ammoniac et de nitrate. Les nitrates sont susceptibles d'être lessivés ou d'être dénitrifiés pour donner du protoxyde d'azote. On a vu que c'est un gaz à effet de serre très important dans l'agriculture. Et donner donc par dénitrification ensuite du diazote atmosphérique. On a en rouge les transformations biologiques et en bleu les transformations non biologiques. On peut conclure ce chapitre en précisant quelles sont les interactions plantes-organismes dans ce milieu biologique du sol. Quels sont d'abord les intérêts pour les micro-organismes ? Eh bien, satisfaire leurs besoins énergétiques par la dégradation des produits carbonés issus de la photosynthèse, que ce soit les résidus de végétaux morts ou des exudats, donc des racines. La plante va également fournir des substances stimulantes ou inhibitrices, comme les strigolactones, par exemple, qui sont une classe d'hormones découverte assez récemment, qui permet de favoriser la croissance de certains mycorhizes qui vivent en symbiose avec les racines. Et enfin, pour les micro-organismes, eh bien, il y a une modification du milieu liée à la présence des racines, donc un ameublissement, un changement des conditions d'oxygénation et d'humidité du sol. L'intérêt pour la végétation, bien sûr, eh bien, c'est que les substances fixées ou excrétées par les micro-organismes sont aussi des nutriments minéraux pour les plantes, et de solubiliser en fait ces éléments minéraux en créant des conditions plus acides. On a vu à quel point le pH était important, par exemple, pour la solubilisation du phosphore, qui est un élément peu soluble. On doit également mentionner les bactéries fixatrices d'azote, donc les bactéries libres du genre azotobactères ou symbiotiques, Rhizobium, les PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, donc qui stimulent la croissance en produisant des hormones. Elles vont également solubiliser le phosphore inorganique du sol à proximité des racines. Elles peuvent avoir un rôle antagoniste des micro-organismes pathogènes. Ne jamais négliger le fait que l'occupation d'une niche par un type de micro-organisme peut prévenir l'occupation de cette même niche par un pathogène. Et puis la mycorhization, donc cette association champignons-plantes par juxtaposition des hyphes fongiques et des racines, les mycorhizes donc qui ne se développent que dans le sol, c'est ce type d'association. Alors je sais que vous l'avez vu par ailleurs dans d'autres cours, donc simplement je vais mentionner l'existence d'amendements mycorhiziens, donc des préparations à base de champignons mycorhiziens sous forme soit de spores mélangées à de la vermiculite, donc qui est un minéral, de la perlite ou de la tourbe, ou qui sont incorporés au sol à la manière d'un amendement. On va en trouver pour les plantes maraîchères, les annuelles, les vivaces, les arbres, les bulbes. Il y a également des terreaux ou des composts qui contiennent déjà les champignons. Donc, de nombreux essais ont été effectués pour voir l'effet de ces mycorhizes. Eh bien, dans un certain nombre de situations, vous avez ici un exemple sur de la pomme de terre, donc on voit l'effet sur la croissance des végétaux et notamment la possibilité de mieux surmonter des épisodes de stress abiotique, donc liés à la sécheresse par exemple, grâce aux mycorhizes qui démultiplient la surface de contact entre la plante et le sol et lui permet de mieux explorer le sol à la recherche d'eau, de minéraux, etc. Nous abordons maintenant le 4e chapitre relatif au sol. Nous allons voir la dynamique de l'eau dans le sol
en commençant par le lien entre justement cette dynamique de l'eau et la structure du sol. Donc l'eau est évidemment une composante physique de la fertilité du sol. Une création d'1 tonne par hectare de matière sèche va nécessiter 500 tonnes par hectare d'eau. Donc il faut beaucoup d'eau pour produire des végétaux. Donc l'eau pénètre dans le sol par des macroporosités, donc des fissures qui sont situées en surface, et elle va être stockée dans des horizons inférieurs dans de la microporosité, donc qui est générée par la constitution des agrégats. Donc cette structure fragmentée va induire une forte porosité qui est ensuite envahie par de l'eau et de l'air selon les cycles d'humidification et d'assèchement du sol. Donc on a vraiment l'idée d'avoir des pores structuraux qui sont macroscopiques et des pores texturaux qui sont liés, on va le voir, à la présence d'argile et donc à la texture du sol. Donc cette porosité, donc d'abord sur le plan structural, c'est surtout de la macroporosité avec des trous, des cavités de 0,08 à 5 mm. C'est une porosité grossière et qui est variable dans le temps. Elle est modifiable par les pratiques culturales comme la structure. Elle va influencer évidemment le transfert des fluides au sein du sol et la croissance des racines, donc le drainage des eaux verticalement par gravité. On a un écoulement assez rapide dans les pores supérieurs à 50 microns, de l'ordre de quelques heures, mais un écoulement lent, donc dans les pores de plus petite taille, de 10 à 50 micromètres, sous quelques jours. Donc le transfert vertical de l'eau, en fait, dans un sol, n'est pas immédiat. Il va également influencer l'aération et constituer un habitat plus ou moins favorable à la pédofaune. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'un sol non structuré n'a quasiment pas de porosité. Donc on a quelques vides créés par-ci par-là, et tout le reste donc est cimenté. Donc c'est ce qu'on peut voir dans l'illustration avec un sol tassé, contrairement à un sol agrégé qui contient ces agrégats. Donc je ne vais pas revenir sur cette idée. Il faut simplement retenir que l'eau qui est présente dans le sol n'est pas entièrement utilisable. C'est-à-dire que l'eau capillaire, donc qui est dans les trous d'une certaine taille, est utilisable, elle peut être pompée par les racines, et puis l'eau qui est liée moléculairement par des liaisons au complexe colloïdo-argilo-humique, elle n'est pas utilisable, il y a toujours une pellicule d'eau dans le sol qui ne peut pas être utilisée par les plantes, on le reverra un peu plus tard. Deuxième type de porosité, la porosité texturale, donc c'est une microporosité avec des pores inférieurs à 0,08 mm. Elle est liée, elle, à l'organisation des éléments texturaux, c'est-à-dire argile, limon et sable. Comme la texture, elle est stable dans le temps, puisque c'est en principe un élément constitutif du sol. Elle permet la rétention dans des pores inférieurs à 10 microns d'eau capillaire absorbable par les racines, et dans les pores inférieurs à 0,2 micromètres, donc d'eau non absorbable par les racines, parce que trop liée au colloïde. Elle va conditionner, selon sa distribution, la quantité d'eau donc qui peut être emmagasinée dans le sol. Un sol qui a une texture grossière retient moins d'eau qu'un sol à texture fine. Pour quantifier cette porosité, on va avoir besoin de différentes grandeurs physiques concernant le sol, en commençant par la densité réelle du sol, c'est-à-dire la densité du matériau composant le sol sans tenir compte de sa structure et de sa porosité. Donc ça, c'est une densité qui est mesurée sur un sol sec totalement déstructuré. Donc on fait une carotte, donc on peut imaginer ça. Le sol, l'échantillon de sol est séché, il est réduit en poudre fine, et on le remet dans l'eau simplement pour mesurer son volume. Donc on va avoir le volume du matériau, et comme on l'aura pesé préalablement, on aura également sa masse, et donc la densité réelle du sol, c'est la masse de sol sec sur le volume sec. Donc ça va nous donner une information sur le matériau qui constitue le sol. Donc évidemment, ce chiffre, c'est la moyenne des densités entre les différentes particules de sol. Donc les oxydes qui ont des densités assez élevées,
les argiles, les minéraux, les silicates autour de 2,65 et la matière organique qui est moins dense, entre 0,9 et 1,3. Plus le sol a une teneur élevée en matière organique, plus sa densité réelle sera faible. Maintenant, il nous faut également une autre grandeur qui est la densité apparente du sol, c'est-à-dire la densité du sol tel qu'il est, incluant les pores, donc les vides entre les particules de sol. Donc pour ça, on va prendre un volume de sol non remanié, souvent un cylindre, parce que c'est plus pratique de calculer son volume. On le pèse après séchage, et on fait le rapport de la masse sèche sur le volume apparent, c'est-à-dire le volume frais du sol. Et ça va donner sa densité apparente, c'est-à-dire la densité du sol avec les pores. Donc cette densité apparente dans les sols agricoles, elle augmente évidemment car la porosité diminue, surtout la macroporosité, en lien avec le tassement et différents types de travail du sol. Le fait aussi qu'il y a une baisse de teneur en matière organique et que la matière organique peut être diluée en profondeur, sur des profondeurs plus importantes en raison du labour. Et puis la faune du sol qui diminue, hein, donc liée à toutes les agressions que subit le sol dans un agrosystème. Donc tout ça fait augmenter la densité apparente du sol, par baisse de la porosité. Donc la porosité, maintenant, on va pouvoir la calculer connaissant la densité réelle et la densité apparente. Avec cette formule, hein, la porosité en pourcentage, c'est 100 moins la densité apparente sur la densité réelle fois 100. On peut retrouver cette formule en utilisant les formules de la densité apparente. Donc c'est ce que j'ai mis en haut à droite hein, pour retomber sur ce calcul. La porosité des sols est variable dans les sols agricoles. Elle est de 25% dans les sols compactés et jusqu'à 60% dans des sols bien agrégés, avec une belle structure, riche en matière organique et avec beaucoup de biomasse. Donc dans un sol qui se porte bien, eh bien, on a essentiellement de l'air en volume. Donc ça, c'est très important. En gros, on considère que les conditions sont très favorables à la croissance des plantes pour des porosités supérieures à 50%. Donc après la porosité, on peut définir la perméabilité. Donc c'est la mesure de la conductivité hydraulique, K. J'ai simplifié par rapport à l'an dernier, j'ai enlevé les calculs. Simplement, on va garder les aspects intuitifs. C'est la capacité de pénétration de l'eau dans un sol non saturé en eau. Hein. Il est influencé par la texture et la structure, et il détermine évidemment le taux d'infiltration et le taux d'évaporation des eaux de pluie. Donc un sol imperméable, dans un sol imperméable, l'eau pénètre de quelques millimètres par heure, dans un sol moyennement perméable de 1 cm par heure, et dans un sol perméable de quelques centimètres par heure. Donc évidemment, si vous avez un tas de gravier, imaginons un sol constitué uniquement de gravier, de l'eau va s'écouler sur 1 mètre en 2 minutes. Si c'est du sable, en 2 heures, si c'est du limon, en 200 jours, et si c'est de l'argile, en 200 ans. En gros, l'argile est totalement imperméable. L'argile pure, bien sûr. Donc, avec un triangle des textures, on va pouvoir définir des zones de perméabilité. Hein, donc, on va pouvoir savoir si le sol va être plutôt hydromorphe, avoir tendance à garder l'eau comme ça, ou s'il va être drainant, c'est-à-dire s'il va être perméable. Donc voilà, j'en dis pas plus sur cet aspect-là, mais c'est un paramètre très important pour qualifier, d'un point de vue agronomique, un sol. Maintenant, l'aération, c'est l'ensemble des manifestations où les gaz du sol interviennent. Le dioxygène, le dioxyde de carbone et le diazote. Soit à l'état gazeux dans les pores libres du sol, soit ces gaz peuvent être dissous dans l'eau du sol. L'aération est conditionnée à la fois par l'état structural et par l'état hydrique du sol. Un sol très poreux mais complètement saturé en eau ne contient pas à ce moment-là beaucoup d'air. Donc ça, c'est pour les propriétés du sol. Voyons maintenant ce qu'on pourrait appeler le bilan hydrique d'un couvert végétal, c'est-à-dire la compréhension des dynamiques de l'eau en lien avec la présence d'un couvert végétal. Les pertes d'eau d'un couvert végétal dépendent avant tout du climat, c'est-à-dire du rayonnement, de l'humidité et de la température. Ce qui permet de définir donc un premier concept qui est l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation combinée de la surface du sol et de la transpiration des végétaux.
Donc le sol va perdre de l'eau par évaporation passive, et les végétaux, donc en régulant l'ouverture de leurs stomates, vont transpirer et contribuer énormément aussi à la perte d'eau qui est présente dans le sol. L'objectif d'un arrosage, d'une irrigation, est tout simplement de compenser les pertes d'eau qui sont liées à ces deux phénomènes, de façon à garder une quantité d'eau suffisante dans le sol pour l'alimentation des plantes. Alors là, il faut bien comprendre différentes définitions, différents concepts. Le premier, c'est l'évapotranspiration réelle. Donc, ce serait la quantité d'eau réellement perdue par une surface ou un couvert végétal, en millimètres par jour, en litres par mètre carré. Elle va dépendre de la culture considérée, c'est-à-dire de son port. Le port d'une culture, c'est la façon dont les feuilles se déploient. On a des pores très déployés, avec des surfaces de transpiration plus grandes, et puis des fois des feuilles qui se touchent, qui sont très proches les unes des autres, qui créent des microclimats où l'évapotranspiration est moins grande. La densité du peuplement, et puis l'espèce concernée. Donc là, ça va dépendre de paramètres physiologiques, comme la régulation de l'ouverture des stomates, le nombre de stomates à la surface des feuilles, la surface foliaire, etc. La quantité d'eau réellement perdue, donc cette évapotranspiration réelle, dépend aussi du stade phénologique de la culture. Au cours de sa croissance, une culture, une plante, augmente sa surface foliaire et donc sa transpiration. Les conditions météorologiques, ça c'est très important évidemment, si l'air est sec et chaud, la transpiration et l'évapotranspiration seront plus grandes que s'il est frais et humide. Et bien sûr du contenu en eau du sol. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau dans le sol, eh bien l'évapotranspiration, même s'il fait très chaud et s'il y a des cultures avec des stomates ouverts, etc., l'évapotranspiration réelle sera faible. Donc ça, voilà, c'est ce qui serait l'évapotranspiration réelle. Évidemment, idéalement, on aimerait savoir mesurer cette évapotranspiration réelle. On voit qu'elle dépend de tellement de paramètres que il paraît difficile d'y accéder. Et c'est pour ça que d'autres évapotranspirations plus théoriques ont été imaginées. La première d'entre elles, c'est l'évapotranspiration maximale. On imagine qu'il y a suffisamment d'eau dans le sol pour que l'évapotranspiration ait lieu. Donc on estime dans ce cas-là que l'eau n'est pas un facteur limitant. Donc on a une première évapotranspiration théorique, c'est l'évapotranspiration maximale. C'est donc une situation dans laquelle l'eau n'est pas un facteur limitant au niveau de l'absorption des racines. La fermeture stomatique est minimale et l'évapotranspiration est maximale. Donc l'ETM, l'évapotranspiration maximale d'une culture, qu'on note ETMC, puisque évidemment ça ne sera pas la même pour du maïs ou du blé, dépend de la culture considérée, donc de l'espèce, du stade phénologique et des conditions climatiques. La teneur en eau du sol n'intervient plus dans cette définition. Et ça nous amène à la définition de l'évapotranspiration potentielle, qui est vraiment importante. Donc c'est une évapotranspiration maximale de référence. Ce serait l'évapotranspiration maximale d'un couvert végétal bas, continu, homogène, qui n'est soumis à aucune limitation d'ordre nutritionnel, physiologique ou pathologique. C'est-à-dire que c'est l'évapotranspiration d'un gazon en pleine croissance mais non épié, correctement engraissé, bien enraciné, pas malade, dans un sol qui est maintenu à une humidité proche de la capacité au champ, mais sans excès d'eau. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'air au niveau des racines pour que tout se passe bien. Donc c'est une situation de croissance végétale optimale. Et donc c'est une évapotranspiration maximale de cette référence pour ce type de croissance végétale. Du coup, l'évapotranspiration potentielle ne dépend que des conditions météorologiques observées. On peut imaginer un gazon ce type de gazon, donc dans un milieu frais humide, dans un milieu chaud et sec, etc. Eh bien, on va pouvoir simplement déterminer que cette évapotranspiration potentielle ne va dépendre que des conditions climatiques qu'on appelle la demande climatique en eau. Donc c'est très intéressant l'évapotranspiration potentielle, puisqu'on va pouvoir la modéliser en fonction des paramètres géoclimatiques. Donc à la suite de nombreuses mesures, grâce à des lysimètres, on a fait les expériences avec des gazons, tous la même variété, au même stade, etc., dans des situations différentes. Et ça a permis de comprendre comment se comportait cette évapotranspiration potentielle et de faire des
simulations, donc des modélisations avec des paramètres climatiques comme la formule de référence de Penman-Montates, donc où l'évapotranspiration potentielle est une fonction du rayonnement net, de la pression de vapeur de l'eau, du terme lié au pouvoir évaporant de l'air, de la constante de Bowen, donc qui est, disons, la conductivité thermique de l'air sur la chaleur latente de vaporisation de l'eau fois la diffusivité de la vapeur d'eau dans l'air. Donc vous voyez des grandeurs physiques qu'on peut mesurer physiquement, thermodynamiques. Alors comment est-ce qu'on gère la demande climatique ? On considère que l'état physiologique d'une plante varie en fonction de l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire de la demande climatique, et de sa transpiration maximale. C'est le flux d'eau maximal qu'elle peut évaporer. Au cours de la journée, la demande climatique, le TP, augmente jusqu'à dépasser la transpiration maximale. C'est ce que vous avez dans le graphique en bas à gauche. Donc, on a le temps en abscisse et l'évapotranspiration potentielle, la demande climatique en ordonnée. Au lever du soleil, donc, on va avoir une augmentation de l'ETP progressive. Puis, on va atteindre un maximum, disons, en milieu de journée, avant, jusqu'au coucher du soleil, de diminuer et puis de redevenir basse. Donc, la nuit, on considère qu'il n'y a pas d'évapotranspiration. Sont représentés en vert l'état des stomates. Donc, une plante va se protéger d'une demande climatique excessive qui dépasse son évapotranspiration maximale. Donc vous voyez, c'est ce qu'il y a entre les deux traits en pointillé, en fermant ses stomates. Et donc le TP continue d'augmenter, mais la plante ne peut plus transpirer, puisqu'on est au-delà de ses capacités de transpiration. Donc que fait l'irrigation ? Eh bien, l'irrigation va consister à permettre à la plante de satisfaire la demande climatique. Donc là, cette courbe, c'est en l'absence d'irrigation. Donc ça, c'est les actions qu'on peut faire pour augmenter l'évapotranspiration maximale jusqu'à satisfaire la demande climatique. Eh bien, on peut utiliser l'irrigation ou jouer sur le développement racinaire. On peut aussi, dans certains cas, jouer sur la demande. Ce sera le cas ici en Provence, en lien avec le vent qui peut être très fort et qui a une action séchante en fait sur les végétaux. On peut mettre des brise-vents pour essayer de diminuer cette évapotranspiration potentielle. Le coefficient cultural, Kc, c'est un paramètre important pour conduire l'irrigation. L'évapotranspiration maximale d'une culture, c'est le TMC, est calculée donc à partir de l'ETP, de la demande climatique, en corrigeant cette valeur théorique, l'ETP, par un coefficient qui prend en compte les caractéristiques propres du couvert végétal, l'espèce, sa hauteur, son stade phénologique, etc. Donc c'est l'évapotranspiration maximale de la culture qui est égale au coefficient cultural fois la demande climatique, ETP. Kc varie dans le temps, donc il n'y a pas un seul coefficient cultural pour une espèce, mais il y en a plusieurs. Vous avez dans le graphique ici présenté en fonction du temps, des saisons, le coefficient, la variation du coefficient cultural pour différentes cultures. On voit pour le blé d'hiver que le coefficient cultural augmente au printemps et en été. C'est logique, hein. C'est pendant la phase végétative, de croissance végétative, où les feuilles sont vertes, et la croissance rapide et les conditions climatiques favorables, que le coefficient cultural sera le plus fort. Puis ensuite, quand la plante devient sénescente et commence à remplir les grains, il y a beaucoup moins de transpiration, et donc le coefficient cultural rediminue. Et c'est vrai, ça, on peut le faire pour toutes les cultures. Donc, le coefficient cultural varie dans le temps, il est minimum à la levée, il augmente avec la croissance, il est maximum au stade adulte à la floraison, et il est décroissant lors de la maturation. Comment est-ce qu'on estime l'évapotranspiration ? Bon, c'est extrêmement empirique, c'est difficile. Donc, il y a d'abord des stations expérimentales avec des lysimètres, donc qui permettent de faire une méthode du bilan hydrique sur une période donnée avec ce fameux gazon optimal. Donc, on a un volume de sol qui est enfermé dans un bac, qui est en contact avec l'atmosphère par une surface engazonnée et qui est placé en conditions naturelles. Et il y a un système qui permet de mesurer toutes les quantités d'eau reçues
est drainé, et donc d'estimer par la différence ce qui est évaporé. Et ceci va permettre d'alimenter des modèles. Donc la modélisation de Penman-Monteil qu'on a déjà mentionné, donc qui est un calcul de l'évapotranspiration potentielle à partir de mesures climatiques simples, température, humidité. Il existe d'autres modèles, bon, je le mentionne ici. Maintenant, comment est-ce qu'on qualifie l'état hydrique du sol? Donc le sol, c'est une étape du cycle de l'eau. Il fonctionne comme un réservoir qui se remplit par précipitation ou irrigation et se vide par drainage et évapotranspiration. À un moment donné, à un instant donné, on va définir, calculer ou mesurer l'humidité du sol. Donc l'humidité du sol, on peut la raisonner en tant que volume. Donc vous avez un volume de sol apparent, c'est-à-dire qui contient toute sa porosité. Dans les pores, on met de l'eau. Eh bien, vous avez, donc c'est ce qu'illustre le graphique ici, vous avez donc une certaine quantité, une certaine masse, un certain volume d'eau et une certaine masse et un certain volume de sol sec. Donc on les représente dissociés, évidemment, l'eau d'un côté, le sol de l'autre, le minéral de l'autre, le minéral et la matière organique. En réalité, dans le sol, évidemment, tout ça est mélangé. On peut également raisonner simplement en hauteur, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de 2 dimensions et on passe d'un volume à une seule dimension, la hauteur d'eau. On parlera de la hauteur d'une lame d'eau, c'est ce qui est représenté par la lettre H ici, par rapport à Z, qui est la profondeur du sol dans laquelle on considère cette teneur en eau. Donc on retrouve nos définitions, nos paramètres du sol. La densité apparente, c'est la masse de sol sec sur le volume apparent. L'humidité volumique en pourcentage, c'est le volume d'eau sur le volume apparent. C'est-à-dire le pourcentage du volume total apparent qui est représenté par de l'eau. Mais on peut simplifier en utilisant H et Z, et on va pouvoir en déduire que H, la hauteur de la lame d'eau, est égale à l'humidité volumique fois la profondeur de sol considérée. Il y a également l'humidité massique, où cette fois, au lieu des volumes, on utilise les masses. C'est la masse d'eau par unité de masse de sol sec. Et on en déduit également que l'humidité, le volume d'eau, l'humidité volumique, HV, est égale à la densité apparente fois l'humidité massique. Tout ceci va nous permettre d'estimer les stocks d'eau. Donc le stock d'eau, c'est la somme des lames d'eau de chaque horizon de sol. La lame d'eau, c'est H, c'est la hauteur, on se résume à une seule dimension d'un horizon du sol. Donc c'est l'humidité volumique fois la hauteur, l'épaisseur de sol considérée. On peut aussi l'exprimer en fonction de HM, et c'est beaucoup plus facile à mesurer. Il est plus facile de mesurer la masse d'eau d'un sol. On utilise une balance, on pèse le sol humide et on le sèche et ensuite on le pèse sec, et la différence, c'était l'eau. Alors que estimer un volume d'eau qui est présent dans un sol, c'est beaucoup plus difficile. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est que la hauteur d'eau, la hauteur de la lame d'eau, le stock d'eau, c'est la densité apparente que multiplie l'humidité massique, que multiplie la profondeur de sol considérée. Le suivi dans le temps de l'humidité du sol peut être réalisé directement par gravimétrie. Donc on va, ce que j'ai dit, peser des échantillons de sol frais et secs, ou indirectement avec des mesures de conductivité électrique. Cependant, il faut faire attention, tout le stock d'eau du sol n'est pas mobilisable dans les systèmes racinaires. C'est ce qu'on a dit, il y a une partie de l'eau qui ne sera jamais exploitable par les racines. Donc le stock d'eau d'un sol n'est jamais égal à zéro, même dans des conditions de sécheresse très sévères. Il y a une eau dite de constitution extrêmement liée aux particules du sol, mais qui de toute façon n'est pas disponible pour les racines. Alors le stock d'eau du sol, on va définir 2 seuils. Le stock maximal d'abord. C'est l'idée qu'après une forte pluie, le sol est quasiment saturé en eau et il perd rapidement de l'humidité par infiltration, par gravité. C'est ce qu'on appelle le ressuyage. Puis l'humidité va se stabiliser en apparence pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'elle va diminuer très lentement. Et cet état d'humidité pseudo-stable, c'est ce qu'on appelle l'humidité à la capacité au champ.
Donc on a l'humidité massique à la capacité au champ ou humidité à la capacité de rétention, HCR, en pourcentage. Et puis il y a le stock minimal, c'est l'humidité massique au point de flétrissement permanent. Ça correspond à l'humidité du sol lorsque les plantes ne peuvent plus transpirer. Les forces de succion du sol, cette fameuse eau liée constitutive, dépassent celles des plantes. Et on le note HPF, humidité au point de flétrissement permanent. Ceci nous permet de définir la réserve utile. La réserve utile d'un sol, c'est la fraction de la réserve en eau du sol qui est accessible par les racines et absorbable par succion. C'est-à-dire l'eau emmagasinée par la tranche de sol explorée par les racines entre ces deux états hydriques caractéristiques que sont la capacité au champ, saturation après ressuyage donc, et le point de flétrissement permanent. Et on l'exprime tout en humidité massique, et on a la réserve utile, RU, qui est égale à la densité apparente, que multiplie humidité massique à la capacité de rétention moins humidité massique au point de flétrissement permanent, que multiplie la profondeur de sol. Les unités sont importantes, donc on va exprimer la réserve utile et Z en millimètres, la densité apparente en grammes par centimètre cube, et les humidités en grammes d'eau par gramme de sol. C'est-à-dire en centimètres cubes d'eau par gramme de sol, puisque 1 gramme d'eau égale 1 centimètre cube. Cette réserve utile, c'est une propriété du sol. Elle dépend de ses propriétés physico-chimiques, de sa composition, de l'arrangement des particules du sol, etc. Il est vrai qu'elle peut évoluer si, par exemple, on tasse le sol, on diminue la porosité, et donc on va diminuer l'humidité à la capacité de rétention. Donc c'est une propriété relativement stable du sol qui est intéressante pour déterminer le potentiel agronomique d'une parcelle et les stratégies d'irrigation éventuelles. Dernier concept, c'est la RFU, réserve facilement utilisable. C'est-à-dire qu'on considère que dans la réserve utilisable, il y a une fraction qui est plus facile à utiliser pour la plante et qui est la fraction utilisable qui ne met pas la plante en stress. Donc c'est la fraction d'eau qui peut être transpirée à l'évapotranspiration maximale de la culture, c'est-à-dire le coefficient cultural fois la demande climatique. RFU, c'est alpha RU, avec alpha, un coefficient donc, qui est estimé un peu à la louche, faut dire, à 1/3 à 2/3 de la réserve utile selon la culture, ou le type de sol et la demande climatique. Il y a des modèles plus ou moins compliqués pour calculer la RFU ou la RU d'une parcelle en fonction de données pédologiques. Ces modèles ne sont toujours valables que dans les conditions où ils ont été élaborés, c'est-à-dire dans une zone pédoclimatique donnée. Si vous avez un modèle qui vous donne la RU et la RFU dans le sud de l'Espagne, il ne sera pas applicable dans le nord de l'Irlande. Donc évidemment, ces modèles font intervenir tout simplement la texture. Donc on va retrouver le pourcentage d'argile, le pourcentage de limon fin. Donc vous avez des exemples de régression ici qui vous donnent l'humidité à la capacité de rétention en fonction du pourcentage d'argile et de limon fin. Ou l'humidité utile en fonction de ces deux pourcentages. Donc voilà une illustration de la RFU en fonction de la texture. Donc vous avez ici un sol qui est représenté en abscisse, les différentes textures de sol, les classes de texture, et en ordonnée, l'humidité en pourcentage d'eau. Eh bien vous avez différentes zones. Donc l'eau non disponible, évidemment, il y en a beaucoup plus dans les sols argileux que dans les sols sableux, puisque ce sont les argiles qui vont lier les molécules d'eau. Vous avez l'eau disponible, en gris clair, et puis les deux limites, qui sont le point de flétrissement et la capacité de rétention au champ. Donc les limites inférieures et supérieures de l'eau utilisable. Eh bien, on voit que dans les sols sableux, on a peu d'eau non disponible, mais aussi peu d'eau disponible. Et plus il y a d'argile, plus on a d'eau disponible et d'eau non disponible. Voici un exemple donc avec des caractéristiques hydriques de réserve utile selon la classe texturale. Donc vous avez dans la colonne de gauche les textures sableuses, limoneuses, argileuses, et
tous les cas intermédiaires, hein, limono-sableux, sablo-argileux, etc. Et donc des références de pourcentage d'humidité à la capacité de rétention, pourcentage d'humidité au point de flétrissement permanent, humidité massique, hein, les densités apparentes de sol et la réserve utile en millimètres par centimètre de sol. Donc par exemple, dans un sol de limon moyen, eh bien, on a une réserve utile de 1,75 mm d'eau par centimètre de sol. La RFU, vous pouvez la déterminer dans des triangles de texture, selon également la profondeur et l'enracinement de la culture. Donc, ce qui va être important, c'est la zone explorée par les racines. Donc ici, on a le cas d'un sol donc, qui contient un peu moins de 60% de limon, et puis un peu plus de 25% d'argile. Donc il tombe dans la zone des argiles limono-sableuses, avec donc une réserve utile de 1,8 mm d'eau par centimètre de sol. Donc sur une profondeur de 60 cm, ça nous fait une réserve utile de 1,8 fois 60, c'est-à-dire 108 mm. Et si on utilise comme coefficient alpha 2 tiers, eh bien la réserve facilement utilisable sera 2 tiers de 108, c'est-à-dire 72 mm. Les RFU varient selon, évidemment, les classes texturales. Donc, dans un sol sableux, on n'aura que 28 mm, et dans un sol sablo-limoneux, 40 mm. Comment mesurer directement maintenant l'état hydrique? Donc là, on a vu le potentiel d'un sol. Mais il faut pouvoir mesurer cet état hydrique en temps réel. Donc comment s'y prendre? Eh bien, il y a différents outils qui sont disponibles, et notamment les outils de tensiométrie. Donc, tous ces appareils sont utilisés couramment dans les stations expérimentales. Hein. Ils nécessitent un certain entretien, pas mal de main-d'œuvre, puis une certaine vigilance pour vérifier qu'ils sont correctement utilisés et qu'ils ne se sont pas désamorcés. Il y a de plus en plus de systèmes, évidemment, qui sont liés en réseau et qui fournissent des informations en temps réel, avec des courbes, etc., très précises. Donc la tensiométrie, comment est-ce que ça fonctionne? Alors on va voir d'abord les sondes de type hydromètre. Donc c'est une canne creuse qui est remplie d'eau et placée dans le sol à la profondeur désirée. Donc on peut placer dans un champ des cannes à différentes profondeurs dans la zone explorée par les racines. L'extrémité de la canne est poreuse et en contact étroit avec le sol. Elle doit vraiment être extrêmement bien adhérente au sol. Et la colonne d'eau va se vidanger progressivement sous l'effet de la succion du sol, c'est-à-dire le potentiel osmotique du sol qui va créer une dépression qui est mesurée donc par un baromètre. Le baromètre que vous voyez sur le schéma de droite, c'est le petit cadran avec l'aiguille, qui vous donne la pression dans la canne. Donc plus le sol s'assèche, plus la colonne d'eau dans la canne s'abaisse, hein, l'eau part dans le sol en fait, et ceci va créer un vide qui provoque une dépression qui est mesurée par le baromètre. Donc on exprime l'assèchement du sol en millibars. Donc vous avez des points de référence avec une zone de confort optimum des racines qui est comprise entre 150 et 6000 millibars, par exemple. Donc alors c'est une pression, il faut bien comprendre que c'est une pression négative, c'est une tension qui est mesurée, mais bon, c'est dans les mêmes unités que la pression, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des méthodes tensiométriques. Alors attention, il faut ensuite interpréter les résultats. Donc il faut avoir des références en tête. Donc la mesure de la tension est comprise entre 0 et 200 centibars. Un sol saturé en eau va avoir une tension dans la canne, va induire une tension entre 0 et 10 centibars. Un sol humide proche de la capacité de rétention, 15 centibars. Et l'assèchement qui entre en jeu après une mobilisation des réserves commence à 30 centibars. Donc il y a des valeurs seuil qui vont alerter l'agriculteur
Quand on est trop proche de zéro en permanence, bah, c'est que le sol est saturé en eau. Et ou alors que la sonde est mal installée. Et lorsqu'on a des valeurs proches de 50 centibars, c'est que l'eau est moins disponible pour la culture et elle commence à entrer en stress. Ensuite, il y a les sondes Watermark, qui sont un peu différentes, qui s'utilisent de la même façon néanmoins, mais cette fois, c'est la résistance électrique qui est mesurée, qui dépend de l'humidité du sol. Et vu que historiquement on utilisait des sondes tensiométriques mécaniques, eh bien, on exprime ensuite cette résistance électrique en centibars, de façon à avoir toujours les mêmes références. Ça nécessite évidemment d'être calibré, et il y a des biais possibles en fonction de la température. Donc c'est un peu moins cher. Ça a une durée de vie de 5 ans à peu près. Et puis ça peut être directement couplé à un système d'irrigation en fait. Ça peut être inclus dans un système de pilotage automatique de l'irrigation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sondes de type Watermark. Donc des sondes tensiométriques mais électriques en vérité. Et puis vous avez les sondes à neutrons. Donc là, c'est réservé en général à la recherche. Hein. On a une sonde qui est composée de 2 parties avec une source en bas de la sonde, donc une source de neutrons rapides, donc avec des éléments radioactifs. Et puis en haut de la sonde, donc un détecteur de neutrons lents. Alors donc ce qui se passe, c'est que les neutrons rapides sont émis par la dégradation de l'élément radioactif, sont émis dans le sol. Ils vont être ralentis par les atomes du sol et surtout par les atomes d'hydrogène, c'est-à-dire H2O, par l'eau. Les collisions renvoient ces neutrons dans tous les sens, et il va se créer un nuage de neutrons autour de la sonde, dont une partie est récupérée par le détecteur, qui le transforme en signal électrique. Donc c'est extrêmement précis. Par contre, c'est dangereux, ça nécessite de passer une habilitation spéciale avec une licence pour utiliser ces outils, donc, puisqu'il y a de la radioactivité. Donc ça, c'est plutôt réservé à la recherche, plutôt qu'au pilotage d'une exploitation agricole. Voyons maintenant un cas d'étude, donc le raisonnement de l'irrigation d'une aspergeraie. Donc l'aspergeraie, donc, qui nécessite une irrigation spécialisée en fait. Donc ça se passe dans les Landes. Les cultures d'asperges sont souvent associées à d'autres cultures comme le maïs. Et donc on a des parcelles multicultures qui sont soumises aux mêmes pratiques d'irrigation. Et ça pénalise l'asperge. C'est-à-dire que si on arrose l'asperge comme on arrose le maïs, on a une mortalité de ce qu'on appelle les turions, hein, et des tiges. Notamment parce qu'on arrête d'irriguer le maïs à partir du 15 août et qu'il faut continuer à irriguer les asperges. Donc il y a eu une étude pour voir dans quelle mesure on pouvait justement modifier les pratiques d'irrigation pour optimiser la culture de l'asperge. Donc la sortie des turions, hein, donc c'est ces bourgeons là, qui se développent sur la partie souterraine de la plante, se fait en 3 phases. On a une première pousse qui représente 60% de la totalité des tiges. Une deuxième pousse, donc fin juin, début juillet, qui représente 25%. Et une troisième pousse en août, donc pour 15%. Donc l'asperge se cultive sur butte, comme ça, et elle forme une griffe, hein, c'est une racine avec cette forme particulière, à partir de laquelle sortent des turions. Donc des suivis tensiométriques ont été effectués, qui ont montré une forte baisse d'humidité du sol à la troisième pousse, et en parallèle une mortalité importante des turions. Donc cette troisième pousse doit être irriguée. Alors, le suivi tensiométrique a été fait en plaçant 6 tensiomètres, 3 au niveau du plateau racinaire à 25 cm de profondeur et 3 au cœur du système racinaire à 40 cm. Donc l'idée, c'est de se situer le plus près possible de la griffe au cœur du rang. Et vu qu'on est dans des sols sableux, on fait une télétransmission vu les variations rapides d'humidité dans ce type de sol. Donc voici les seuils tensiométriques qui correspondent à l'état de la réserve en eau du sol. Entre 0 et 8 centibars, on a 80 à 100% de la RFU disponible pour la culture. Entre 8 à 15 centibars, 50 à 80% de la RFU. 15 à 30 centibars, la RFU a été consommée à plus de 50%. Et on est 10 mm, à peu près 10 mm d'eau avant le point de filtrissement permanent. Et au-delà de 30 centibars, donc la RFU s'est vidée, et on entame
la réserve en eau difficilement utilisable par la plante. Donc attention au point de flétrissement permanent de culture, qui va stresser la culture et qui va assécher le sol qui sera plus difficile à réhumecter, et qui va rendre les irrigations suivantes moins efficaces. Donc en fait, on va démarrer l'irrigation lorsque les tensiomètres à 25 cm de profondeur affichent 20 centibars. Le seuil, évidemment, doit être affiné pour chaque exploitation en fonction des objectifs de production, de la disponibilité de l'eau et de la composition des sols. Donc voilà ce que donnent les résultats. Vous avez en abscisse le temps entre le 19 juillet et le 26 juillet, et la tension des sondes qui est donnée en centibars. Donc les épisodes de pluie et d'irrigation sont présentés en bleu. Et donc ce qu'on voit, alors vous avez pour les sols, vous avez donc 3 sondes à 20 cm, donc c'est marron, beige et vert, et 3 sondes à 40 cm, c'est rouge, jaune, orange. Eh bien, on voit que entre le 19 juillet et le 21 juillet, la tension augmente au cours du temps, ce qui signifie que le sol s'assèche progressivement. Au 21 juillet, on atteint les 20 centibars, donc on est à 50% de la RFU qui est consommée, et on met en place une irrigation. C'est la barre bleue, et on voit évidemment que la tension diminue, puisque le sol est à nouveau humecté. Donc la RFU est pleine. Et puis ça continue, donc au 24 juillet, on va avoir à nouveau une remontée de la tension, et donc il va à nouveau y avoir un épisode pluvieux ou une irrigation. Donc on peut regarder l'efficience des apports en eau sur une parcelle, donc en fonction de la dose apportée. Donc ici il y a un test qui est fait où on va apporter une dose de 15 mm à gauche ou une dose de 30 mm d'eau. Eh bien, on va voir que la dose de 15 mm n'est pas suffisante pour bien réhumidifier le sol. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à une tension nulle. La tension diminue. Alors, remarquez aussi que ce sont les sondes les plus superficielles qui présentent les variations les plus importantes. C'est normal. Les sondes en profondeur sont moins sensibles aux variations de teneur en eau. Donc, contrairement à ce qui se passe sur un maïs, une dose de 10 ou 15 mm n'est pas suffisante pour bien réhumidifier le sol d'une aspergeraie et maintenir les griffes d'asperge à un niveau d'humidité satisfaisant. Donc vous voyez qu'avec 30 mm, effectivement, dans le graphique de droite, on revient bien à zéro, et donc on a bien réhumidifié le sol. Donc à partir de ces mesures, et d'autres, évidemment, je ne montre pas tout, mais des recommandations d'irrigation ont été produites. Donc il faut ajuster l'irrigation, donc juste après la récolte de fin mai, apporter une dose d'eau importante, en tenant compte évidemment des pluies. Donc s'il n'y a pas de pluie, 30 à 40 mm pour stimuler la deuxième pousse de turion. En juin, juillet, août, il y a une forte consommation hydrique. On passe moins souvent avec de l'eau, mais on apporte de grosses doses, 25 à 30 mm tous les 3 à 8 jours. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir un confort hydrique durant ces mois très secs pour permettre à la troisième pousse de turion d'être productive. Si on voit que la pousse est importante, on peut rapprocher les tours d'eau, c'est-à-dire que les plantes auront besoin de plus d'eau. On déclenchera donc l'irrigation non pas à 20 centibars, mais à 15. Fin août et septembre, on maintient l'irrigation, puisque plus la saison avance, plus le feuillage est dense, et donc les besoins hydriques augmentent. Donc en absence de pluie, la dernière pousse de turion doit être irriguée. L'objectif, c'est d'éviter cet assèchement excessif fin août, qui était le cas lorsqu'on irriguait avec le même protocole que pour les maïs, et qui, du coup, cet assèchement va devenir très difficile à rattraper. Tout au long de la culture, des profils culturaux sont réalisés, déjà avant de placer les sondes tensiométriques, pour repérer exactement les profondeurs auxquelles il faut les installer. Et puis, en cours de culture, pour valider les informations tensiométriques, on va faire des recoupements en faisant des prélèvements de sol pour voir si, effectivement, les valeurs fournies sont cohérentes avec les valeurs mesurées autrement. Le mode d'irrigation va ensuite être assez déterminant aussi. On va distinguer le goutte à goutte, le canon et le pivot. Donc le goutte à goutte, ses avantages, c'est que l'eau est déposée directement sur la griffe. On peut pratiquer la fertirrigation, c'est-à-dire apporter de l'eau et des fertilisants.
Ça limite les maladies foliaires, puisqu'on n'induit pas d'humidité sur les feuilles. On n'a pas d'effet parapluie. L'effet parapluie, c'est lorsque l'eau est empêchée d'atteindre le sol en raison de la végétation. Elle va s'évaporer sur les feuilles sans humecter le sol. Et ça permet de faire de grosses économies d'eau. L'inconvénient, c'est qu'il faut une qualité d'eau irréprochable, avec une filtration poussée, sinon les buses se ferment et se colmatent avec du calcaire, etc. Et on va avoir une hétérogénéité, une baisse d'efficacité. Ça devient impilotable. Et ça a un coût élevé, c'est très capitalistique, puisqu'il faut installer des tuyaux partout. Ensuite, il y a le canon. Donc lui, l'intérêt, c'est que il apporte beaucoup d'eau à chaque passage. Il fait à la fois une humectation superficielle et profonde. Il peut se combiner au goutte à goutte. L'inconvénient, c'est qu'il y a un besoin important en main-d'œuvre et des risques de maladies foliaires, puisque l'eau est apportée au niveau des parties aériennes. Et enfin, le pivot. L'avantage par rapport au canon, c'est qu'il y a besoin de moins de main-d'œuvre, moins difficile à installer. Une fois qu'il est installé, il va se gérer tout seul. Les inconvénients, c'est les risques de maladies foliaires et le fait que si le pivot est très grand, vous aurez une difficulté à gérer différemment les cultures qui sont sous le même pivot. L'idée pour l'agriculteur en cours de culture est d'appliquer la méthode du bilan hydrique qui permet d'estimer comment varie la réserve du sol en fonction de l'évapotranspiration potentielle, des précipitations et de l'irrigation. C'est assez lourd à utiliser, mais c'est relativement efficace. Donc ça, c'est dans le cas où on n'a pas de sonde implantée dans les champs qui donne en temps réel une valeur de l'humidité du sol. Donc ici, vous avez un exemple pour la betterave sucrière. Donc en fonction des saisons, vous avez les quantités qui sont données d'eau en millimètres, qui sont apportées par la pluie, le besoin, donc le TP, et puis le déficit donc d'alimentation. Et donc vous avez un suivi de la RFU, qui est considérée comme pleine en début d'exercice, en janvier, février, mars. On a des pluies de 52, 43, 44 mm. Et puis à partir d'avril, mai, juin, juillet, on va avoir des pluies donc 30 mm, 56, mais surtout le besoin qui devient plus grand, puisque la culture monte en végétation. Donc le besoin optimal, donc c'est l'évapotranspiration maximale. Vous avez 60 mm, 89 mm, 107. Et donc vous pouvez, par soustraction, savoir quel est le déficit pluviométrique. Et en fonction de l'état de la... Donc ce qui vous permet de tenir le bilan de la RFU, par exemple en avril, on a 30 mm de pluie, mais il y a un besoin en ETM de 60 mm, 60,5, donc il y a un déficit de 30 mm. Comme la réserve facilement utilisable était à 100, on va se retrouver à 100 mm, on va se retrouver à 70 mm. Il n'y a toujours pas de déficit hydrique pour la plante, puisque la RFU est toujours remplie avec 70 mm. Par contre, en juin, on a 51 mm de pluie, mais le besoin de la plante est de 107 mm. Donc le déficit pluviométrique est de 55,9. Et cette fois-ci, comme la RFU est vide, il va y avoir un déficit d'alimentation hydrique pour la plante de 18,9 mm. On peut rajouter à ce tableau une irrigation. Donc on va apporter l'eau qui manque pour satisfaire l'ETM. Donc la méthode du bilan hydrique permet de suivre la RFU en tenant compte des besoins en eau de la culture, des apports naturels par les pluies et des apports par irrigation. Les objectifs sont d'irriguer suffisamment pour ne pas vider la RFU et éviter un stress, mais ne pas irriguer trop pour éviter de saturer le sol et de provoquer un ruissellement. On va analyser en fin de saison l'ensemble des besoins et des apports. On va conserver donc la trace des périodes déficitaires et des périodes excédentaires, ce qui permettra de mieux piloter à l'avenir la prochaine culture. Et ça peut expliquer aussi des différences de comportement sur différentes parcelles, et savoir quelles sont les parcelles qui sont sensibles à certains événements climatiques, à certains, en fonction du type de sol, à la dessiccation, etc. Donc on va d'abord estimer la réserve utile à l'aide d'un diagramme des valeurs indicatives, donc, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, avec un triangle des textures. On va ensuite estimer la réserve facilement utile, mettons 2/3 de la réserve utile. Si on a un sol riche en matière organique, plus de 3%, on peut majorer la réserve facilement utilisable d'un facteur jusqu'à 50%. Ensuite, il faut connaître la consommation des cultures. Donc c'est l'ETM cultural, donc c'est le coefficient cultural que multiplie la demande climatique. Les valeurs donc, vont être fournies par des organismes techniques.
en général à partir des stations météo et des mesures au champ dans différents types de sols. Et puis il faut connaître les apports, les pluies. Pour mesurer les pluies, on va utiliser un pluviomètre et l'irrigation. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Soit on utilise un pluviomètre, hein. Ça ne marchera pas avec le goutte à goutte, mais ça marchera avec le canon et le pivot. Soit on fait des contrôles de cohérence en fonction des débits de consommation, en fait. Mais pour ça, il faut bien connaître son réseau et savoir quelles sont les pertes d'eau sur le réseau. Et puis enfin, eh ben, il faut tenir le bilan au fur et à mesure du déroulement de la saison d'irrigation, au jour le jour dans les cas les plus sensibles, sur des sols sableux dont la teneur en eau varie très vite, à la semaine dans des sols plus profonds et plus adaptés. Donc ici, vous avez un exemple. Hein, le stade de la culture dans la colonne de gauche, maïs 13 feuilles, 14 feuilles, etc. La date, bien sûr. Le TP, donc ça c'est la météo, hein, la demande climatique en millimètres d'eau. Le coefficient cultural, vous voyez qu'il augmente au fil de la saison. La consommation journalière hebdomadaire de la culture, donc c'est l'ETM, donc c'est KC fois ETP. Les pluies qui sont tombées en millimètres, l'irrigation, et le total des apports, donc la pluie plus l'irrigation, et ensuite le déficit. Et à partir de la RFU qui est en début d'exercice remplie donc à 35 mm au 16 juillet, eh bien vous calculez l'évolution de la RFU. Et quand la RFU devient trop basse, vous voyez par exemple ici le 23 juillet, eh bien il y a un tour d'eau qui est prévu, on va irriguer 30 mm de façon à remplir à nouveau la RFU au 24 juillet. Pour l'irrigation, il est important de connaître l'efficience d'utilisation de l'eau. Donc c'est la production de matière sèche récoltée par rapport à l'eau consommée par l'évapotranspiration réelle. Donc c'est l'EUE, hein, efficience d'utilisation de l'eau. Et c'est le rendement en matière sèche, donc en kilos, sur l'ETR, évapotranspiration réelle. Donc la détermination de l'ETR au champ peut reposer sur la méthode du bilan hydrique, ou la détermination de l'humidité volumique, donc il va falloir faire des prélèvements. La méthode désimétrique, là, qui n'est valable évidemment qu'en station expérimentale, ou des méthodes de calcul. Bon. Attention de ne pas confondre l'efficience d'utilisation de l'eau avec l'efficience de l'irrigation. L'efficience de l'irrigation, c'est juste une estimation de ce qui est perdu dans le réseau. Donc c'est le rapport entre le volume d'eau prélevé en tête du réseau, à la source, et la quantité qui est effectivement utilisée, c'est-à-dire évapotranspirée par les cultures. Par exemple, en une semaine, sur 100 hectares de maïs, on pompe 400 litres par seconde, c'est-à-dire 1400 mètres cubes par heure, 12 heures par jour, 6 jours par semaine, soit un total d'apport de 103 680 mètres cubes, c'est-à-dire 1036 mètres cubes par hectare, c'est-à-dire 103,6 mm. Les besoins de la culture à cette période sont de 7 mm par jour, c'est-à-dire 49 mm par semaine. Donc l'efficience globale est de 49 sur 103, 47%. Ça veut dire que plus de la moitié de l'eau est perdue entre la tête du réseau et la plante. C'est lié aux problèmes de transport, d'irrigation mal conduite, la percolation profonde importante, etc. Donc ça, c'est une notion différente de l'efficience d'utilisation de l'eau qui a à voir avec la productivité du végétal en fonction de l'eau utilisée. Voyons le cas du maïs. Donc, c'est une culture d'été qui est réputée gourmande en eau. Et c'est pas faux en valeur absolue. Par contre, évidemment, si on se rapporte en matière sèche produite, hein, c'est comme les analyses qu'on avait vues concernant la performance énergétique des exploitations, il se trouve que c'est pas si catastrophique que ça, le maïs. Donc c'est une plante C4 isohydrique qui a une bonne efficience en eau. Donc son EUE, c'est 0,0022, c'est-à-dire 450 litres d'eau par kilo de grain sec. Le blé, lui, demande 590 litres. Mais c'est une plante d'hiver ou de printemps qui bénéficie beaucoup plus de la pluie. Donc en fait, il a une efficience bien moindre, si on regarde. Le maïs et le sorgho, en fait, sont les cultures qui ont la plus grande efficience en eau. Et en France, le maïs est majoritairement cultivé en pluvial. Donc ici, vous avez un tableau qui montre la quantité d'eau en litres nécessaire pour produire 1 kg de matière sèche, donc l'efficience d'utilisation de l'eau, du maïs fourrage, du maïs grain, et comparé à l'orge, à la pomme de terre, au blé, au soja, au riz pluvial ou au coton. Donc on voit que ce ne sont vraiment pas les plantes qui consomment le plus d'eau par unité de matière sèche produite. Donc ça ne veut pas dire que le maïs ne pose pas de problème à cause de l'irrigation. Mais c'est que cette eau est bien valorisée en termes de production. Néanmoins,
on s'en fiche complètement si le problème c'est qu'on est en train d'assécher une nappe phréatique, par exemple. Qu'on arrive à produire avec, c'est pas le sujet. C'est juste qu'on est en train de complètement dégrader la réserve en eau et de compromettre peut-être l'agriculture du futur dans cette région-là. Donc je dis pas ça pour exonérer le maïs de tout problème, mais c'est quand même important de toujours se rapporter de rapporter la consommation d'un intrant par rapport à la production. Alors en France, bon, on a quand même 25% des 3 millions d'hectares de maïs qui sont irrigués. On en a 600 000 hectares en maïs grain, 100 000 hectares en fourrage sec, 50 à 50 000 hectares de maïs semence et 15 à 20 000 hectares de maïs doux. Donc ici, vous avez les écarts de rendement entre maïs irrigué et maïs sec. C'est pour le maïs grain. Eh bien, vous voyez qu'il y a des régions, hein, quand on se déplace vers les couleurs noires, où l'écart de rendement est de plus en plus élevé. Eh bien, donc, vous avez tout l'ouest de la France, où si on n'irrigue pas, on perdra énormément en rendement. Donc ça peut aller jusqu'à 60 quintaux par hectare. Donc si on laisse faire la pluie, ben, on perdra 60 quintaux par hectare. Donc ça veut dire qu'il est plus rentable de faire du maïs. Donc ça, c'est un vrai problème dans l'ouest de la France, qui est la région de France qui s'assèche le plus, qui a les nappes phréatiques les plus fragiles. C'est quand même là qu'on fait beaucoup de maïs, notamment dans le sud-ouest. Alors ça nous amène aux enjeux sur l'eau, parce que l'eau, c'est un enjeu géostratégique. Les plus grands progrès en matière de productivité agricole ont été obtenus par les terres irriguées, et ça date pas d'hier, hein, ça remonte à l'invention de l'agriculture. Au XXe siècle, on est passé de 55 à 275 millions d'hectares irrigués dans le monde. C'est une multiplication d'un facteur 5. Et l'irrigation, c'est 17% de la surface cultivée, mais c'est 40% de la production mondiale. On retrouve cette idée que ce qui compte pour les marchés agricoles et la satisfaction des besoins, c'est la production. Le rendement irrigué est en moyenne 3 fois supérieur au rendement sec. Bon, en milieu tropical, irrigué, ça permet de faire 2 à 3 récoltes par an au lieu d'une. En faisant des cultures en contre-saison, qui pour le coup donc, ont une forte valeur ajoutée. L'eau est plus rare que la terre, donc c'est un facteur limitant de l'agriculture actuelle et future. Et il faut noter que l'irrigation emploie aussi du personnel, c'est une source de job. Donc l'irrigation permet vraiment de produire plus sur moins d'espace en employant plus de monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des inconvénients. Donc pour économiser l'eau, on peut piloter l'irrigation. Donc il y a eu beaucoup de progrès où ces 30 dernières années, on a économisé 30% à peu près de l'eau utilisée. On améliore le réglage et la qualité du matériel. On pilote l'irrigation en fonction des besoins des cultures. Donc on va faire des irrigations beaucoup plus ciblées, au bon moment, en bonne quantité. Et justement, la technologie, avec les sondes tensiométriques peuvent donner en temps réel, etc., vont permettre de piloter les parcelles de façon individuelle. On a également une amélioration de l'encadrement du conseil dans ces domaines. L'évolution variétale, donc l'amélioration génétique du maïs, par exemple, en matière de tolérance au stress hydrique, ce qui fait que les rendements nationaux en France continuent à progresser malgré une baisse des surfaces irriguées. Et puis, adapter les itinéraires techniques aux contraintes par bassin de production. On peut essayer de faire des semis précoces qui permettent d'arriver à floraison avant le moment où le déficit en eau est critique. C'est toujours mieux, même si ça ne fait pas de miracle. En tout cas, il y a des stratégies d'évitement des périodes de stress qui sont parfois possibles. Alors en France, on a moins de 6% des terres qui sont irriguées. C'est principalement le maïs grain. Et ça représente le maïs grain 30% des volumes prélevés pour l'irrigation. Donc c'est les filières, sinon très contractualisées, comme les semences, les légumes à forte valeur ajoutée, qui sont systématiquement irriguées. Le plus utilisé en France, c'est l'aspersion, 91%. Alors si on arrose aux heures les plus chaudes, les pertes sont inférieures à 10%. C'est pas si catastrophique que ça. C'est une technique qui est bien adaptée aux conditions françaises, aux températures moyennes, vent modéré. C'est sûr que dans les régions où il y a beaucoup de vent, l'aspersion n'est pas du tout la bonne solution. Le goutte à goutte, donc, qui présente un coût exorbitant, puis alors une pollution au plastique supplémentaire.
mais qui est réservé à certains types de cultures. Il a été recommandé, je ne sais pas où ça en est, mais de le faire en grande culture, de faire du goutte à goutte sur du blé, des champs de blé. Ça paraît complètement fou, mais bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui. Notez qu'il existe en France une politique de l'eau, avec une loi sur l'eau de 1992, des SAGE, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui ont été renforcés en 2003 par la création de zones de répartition des eaux. Donc l'eau est un enjeu écologique, économique et politique, en fait. Donc il existe des programmes stratégiques de stockage de la ressource hivernale, donc en essayant de s'adapter au changement climatique, en créant des bassins de stockage de proximité qui pourraient satisfaire à plusieurs usages, donc des réserves d'eau potable, pour les animaux de rivière aussi, et une activité économique, industrielle ou agricole qui pourrait taper dans ces réservoirs. Alors, il y a beaucoup d'oppositions d'associations écologiques à la création de ces bassins qui changent les milieux. Donc là, bon, c'est un débat qu'il faut avoir, je pense, entre les avantages et les inconvénients de telles infrastructures. Sachant que, bon, en France, il n'y a pas un centimètre carré du territoire qui n'a pas déjà été modifié. Donc, que reste-t-il vraiment des écosystèmes naturels, peut-être en haute montagne? Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité pour certaines régions d'utiliser ces bassins de stockage. Le prix de l'eau, les agriculteurs payent l'eau par un système de redevance, en moyenne 10 000 € par an. Et on sait que chez les agriculteurs irrigants, la plupart sont équipés d'un compteur d'eau. Donc attention, le prix de l'eau au robinet pour un particulier n'est pas celui payé par les irrigants, puisque le prix de l'eau potable inclut le coût de l'eau, mais aussi celui de son assainissement, son acheminement, l'entretien des réseaux. Pour l'agriculteur, donc, il paye une eau brute et parallèlement, il a à sa propre charge le coût du pompage, du transport et de la distribution. Donc c'est quand même beaucoup moins cher pour l'agriculteur. Alors voici quelques exemples de problèmes. On a ici un épisode de sécheresse en 2011, avec des arrêtés préfectoraux qui sont montrés pour chaque département, liés donc à des restrictions sur l'usage de l'eau. Donc à partir du jaune, on est en crise modérée, orange, c'est la crise, on doit réduire les prélèvements de 30 à 50%. On interdit les prélèvements pour l'irrigation 2 jours par semaine. Et puis quand on est dans l'orange foncé, c'est la crise renforcée. On réduit les prélèvements supérieurs à 50%. Interdiction des prélèvements pour l'irrigation 3 jours et demi par semaine. Et puis le marron, c'est arrêt des prélèvements non prioritaires. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont utilisés. Ce qui est prioritaire, c'est la santé, la sécurité civile et l'eau potable. L'irrigation n'en fait pas partie. Donc on voit évidemment que c'est l'ouest de la France qui est le plus touché. Donc on a autour de La Rochelle, par exemple, on a une zone en voie de désertification. Donc l'irrigation est très encadrée par la législation et on a des mesures qui peuvent être prises exceptionnellement par les préfets donc pour réduire le pompage de l'eau. Autre enjeu lié à l'eau, c'est la salinisation des sols. Donc il y a des régions dans le monde qui sont plus affectées que d'autres, la Tunisie, l'Égypte, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, la Californie. La salinisation, c'est l'accumulation de sel dans les sols qui introduit 2 types de toxicité. Une toxicité osmotique, donc l'accumulation de sel modifie la pression osmotique et donc le potentiel hydrique, c'est-à-dire que l'eau sera plus difficile à pomper par les végétaux du seul fait de la présence de sel. Il introduit également, ce sel, une toxicité ionique. C'est que les ions de ces sels, s'ils sont absorbés par les plantes, peuvent perturber le fonctionnement cellulaire. Il y a donc 2 phénomènes qu'on distingue, la salinisation et la sodification. La salinisation, c'est l'accumulation de sel soluble dans l'eau. Ça peut être du potassium, du magnésium, du calcium, du chlorure, du sulfate, du carbonate, etc. Et bien sûr aussi du sodium. En pratique, c'est principalement du chlorure de sodium. Ça arrive donc de façon primaire, cette salinisation qui est naturelle, par des agrégations de roches riches en sel, et une salinisation secondaire qui est causée par l'activité humaine d'irrigation, notamment lorsqu'on irrigue avec des eaux qui sont partiellement saumâtres, déjà, donc avec une présence de sel. Et puis il y a la sodification, c'est l'augmentation spécifique du sodium échangeable dans le sol, Na+, qui s'accumule sous forme de cristaux, NaHCO3, Na2CO3, ou sous forme d'ion Na+,
dans une solution d'eau très alcaline et qui va se fixer sur le complexe argilo-humique. C'est un cation, après tout, donc il peut prendre la place d'ion calcium, potassium sur le complexe argilo-humique. L'effet de l'irrigation, hein, donc dans la salinisation, eh bien, en zone de faible pluie et de forte évapotranspiration, de forte demande climatique, donc dans les climats arides, semi-arides, hein, c'est pas un hasard si en Égypte, si c'est au Moyen-Orient ou proche des déserts qu'on va trouver essentiellement ces problèmes, eh bien, lorsqu'on irrigue avec de l'eau, même si elle contient juste un peu de sel, c'est pas un problème en soi, mais quand l'eau va s'évaporer, les sels vont rester dans le sol. Et au fil des irrigations, on enrichit le sol en sel. Ça va beaucoup dépendre de la texture de sol, notamment s'il empêche la percolation. On va avoir une accumulation de sel dans certains horizons. Donc si on a un sol peu drainant, ça aggrave le problème. Ça peut être lié aussi à la surexploitation des eaux souterraines en zone côtière. Ces eaux, qui sont des eaux d'aquifères, vont subir des infiltrations d'eau marine et donc être plus riches en sel que d'autres eaux. Les pratiques culturales qu'il faut absolument éviter, irriguer avec trop peu d'eau, parce que là, il n'y a pas d'infiltration et les sels restent dans les horizons de surface, ou irriguer avec trop d'eau qui peut faire remonter par capillarité des sels qui se sont accumulés dans des horizons profonds vers les surfaces explorées par les racines. Comment prévenir ou corriger la salinisation ? En choisissant ces cultures, alors il existe des espèces halophytes qui sont tolérantes, comme certaines variétés de riz, et d'autres opposées à la plupart des espèces qui sont glycophytes, c'est-à-dire sensibles à la salinisation. Le drainage, donc des fossés ou tuyaux souterrains qui peuvent emporter l'eau saline, hein. Il y a des programmes, par exemple en Égypte, un programme national qui a permis de désaliniser des sols, de limiter leur salinisation. Et donc ils se sont lancés dans des productions agricoles qui n'étaient pas possibles avant. Ils produisent énormément de fruits, par exemple. Et puis il y a la lixiviation, donc c'est l'apport d'irrigation aux cultures juste en dessus du besoin. Donc les sels transportés dans la couche aquifère va les disperser. Et donc on a une réduction de la salinité dans les zones racinaires. Ceci évidemment à condition que le drainage soit suffisant. Comment corriger ? On peut faire procéder à des inondations. Donc dans les terres saturées de sel et incultivables, on va submerger puis drainer cette eau. Donc l'idée est de resolubiliser ces sels et puis de les drainer, bien sûr. Il ne s'agit pas de les laisser là. Donc c'est très coûteux. Ça peut fonctionner avec des espèces qui sont relativement tolérantes à l'acidité, comme le riz. On peut utiliser le goutte à goutte qui va limiter l'évaporation inutile. Hein. Donc là, l'idée, au contraire, ça va être la parcimonie et de faire en sorte d'apporter de l'eau qui est immédiatement consommée par les racines. Ou bien réorienter la production en fonction des contraintes locales. Par exemple, au Cap-Vert, on a abandonné la culture de canne à sucre, qui nécessitait beaucoup d'eau, au profit de tomates, donc irriguées au goutte à goutte et qui se trouvent être plus intéressantes économiquement. Où sont les problèmes de salinité en Europe ? On a 1 à 3 millions d'hectares qui sont concernés en Europe, principalement dans les pays méditerranéens. C'est une forme très sérieuse de dégradation des sols, hein, et une cause de désertification. Vous le voyez, on a évidemment les littoraux. En France, typiquement, certains littoraux, en particulier dans le bassin de la Gironde ou un peu plus au nord, vers Royan, La Rochelle. Également en Camargue, hein, autour de Montpellier. Plus inquiétant, donc en Espagne, hein, vous avez une salinisation liée aux pratiques d'irrigation. Donc ça, c'est beaucoup plus problématique. Alors, vous allez pouvoir regarder un documentaire qui est présent sur ma chaîne YouTube, qui est sur les hydro-rédempteurs. Alors, je sais pas, je me demande s'il n'a pas été interdit, parce que c'était Arte. Et Arte, on ne peut pas les reprendre sur la chaîne YouTube. Donc, de toute façon, on les verra ensemble.